Bonjour Vincent Becker. Bonjour Pierre. Alors, je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que tu es, entre autres, tarologue et que tu fais dans cette salle même des cours de tarot avec l'école que tu as fondée, qui est l'école ésotérique, qu'on appelle aussi un autre regard. Tout à fait. Ok. Et donc, ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est, je voulais en connaître plus à propos de ta vision personnelle du tarot, parce qu'on se rend compte que chaque tarologue a une vision différente, comme un artiste peint des tableaux différents d'un autre, etc. Et donc voilà, déjà si tu arrivais à te présenter en quelques mots, toi et ton école. Oui. Mais donc un autre regard à 10 ans maintenant, hein. C'est une école que j'ai fondée en 2005. Bon, école est un grand mot, hein, mais bon, il faut bien appeler un endroit où on distille un enseignement d'une façon ou d'une autre. J'ai choisi un autre regard, effectivement, parce que je pense apporter un autre regard sur le tarot, sur l'astro, sur la symbolique et sur les mythes. Hein. Donc, si tu veux, le fond d'un autre regard, c'est d'essayer de décloisonner ces pratiques. Bien souvent, les gens qui font du tarot, ils étudient le tarot, ils travaillent le tarot, ça c'est bien. Et ceux qui font de l'astro, ils font de l'astrologie, ont le thème natal, le mouvement des planètes. Et ceux qui font le symbolisme, la philosophie, l'ésotérisme et autres, ils sont dans ce domaine-là. Mais ces domaines ne sont pas cloisonnés, ce ne sont pas des tranches de saucisson. C'est un saucisson. On peut le couper en tranches, mais il ne faut pas oublier que le tout a une origine. Et travailler le tarot sans parler de symbolisme, sans parler des mythes fondateurs, sans même parler d'astrologie, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Car on retrouve ça dans le tarot. Et tout comme en astrologie, avec le plus classique, les 12 travaux d'Hercule, les 12 signes du zodiaque, comment est-ce qu'on peut faire un thème natal sans s'intéresser à la symbolique, sans s'intéresser aux mythes fondateurs? Et alors les gens qui sont dans l'alchimie, dans la maçonnerie, dans le rosicrucianisme ou autre, bien souvent ces gens pensent que travailler la symbolique pure est suffisant. Mais cette symbolique se retrouve dans le tarot, se retrouve dans l'astro. Et donc, si tu veux, le fond d'un autre regard, c'est ça, c'est essayer d'ouvrir les horizons, de mettre un regard de pendu, de mettre un regard la tête en bas sur ces disciplines et de créer des ponts plutôt que des cloisonnements. D'accord. Alors, tu travailles principalement sur le tarot de Camões Jodorowsky. Oui, correct. Oui. Tu parlais de pendu, alors je montre une image. Le pendu, oui. Le pendu. Il est à l'envers. Un regard de pendu par le pied. Hein. Voilà, tout à fait. D'accord, c'est ça. Et donc toi, les gens connaissent souvent le tarot par le numéro qu'il faut appeler, et puis il y a une voyante par le bout, ou bien Madame Irma, c'est-à-dire prédiction du futur, tout pouvoir au tarologue. Et toi, comment tu vois ça? Juste l'opposé. Ah oui, ok. Désolé, amis voyants, si vous nous regardez, vous ne trouverez pas votre bonheur ici. Hein. Non, puisque j'essaie de combattre ça. Pour moi, le tarot s'étudie à 3 niveaux, je suppose qu'on en parlera plus tard. Hein. Mais même dans son niveau le plus simple, le plus basique, celui de « je questionne le tarot pour avoir une réponse à ma question », à mes yeux, le tarot, c'est moi. C'est moi avec tout qui j'étais, tout qui je suis et tout qui je serai. Et donc, au moment où j'interroge les cartes, j'interroge une partie de moi-même. Et donc, c'est de la gestalt quelque part, hein, c'est le moi ici maintenant. Je m'interroge pour savoir, par l'intermédiaire des cartes, comment sais-tu que j'en suis là maintenant? Regard sur le passé, rétroviseur. Et grâce aux cartes, regard par brise vers l'avant pour me permettre de mieux me connaître, me comprendre et prendre les bonnes décisions. Mais en aucun cas pour prédire l'avenir. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un prédit l'avenir? Est-ce que on dit parfois que ça influe sur l'avenir de l'autre, justement? Oui. Montre la carte 15. Montre le diable. L'avenir, c'est ça. Voilà, le diable. À mes yeux, la personne qui va mal psychologiquement est fragilisée. Elle se pose des questions basiques.
et elle va chez un inconnu, une inconnue, pour avoir une résolution de son problème par l'intermédiaire d'un tirage qui va lui prédire que tout va aller mieux. Mais où est sa responsabilisation? Où est sa démarche personnelle? Où est son implication là-dedans? Rien du tout. Je te confie et dis-moi ce qui va m'arriver. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. D'où la carte du diable que j'ai demandé de montrer. D'accord. Et alors, donc, moi je t'ai découvert par certains de tes livres. Donc, tu abordes le sujet de l'astrologie et tout ça. Mais moi, je me suis d'abord découvert par les livres sur le tarot. Donc, tu parlais de trois niveaux différents. Donc, il y en a un qui est plutôt dans le concret, un plus dans le psychogénéalogique ou psychologique, et un dans le spirituel et ésotérique. Tu m'as bien lu. J'ai appris la leçon. Oui, donc c'est ce que j'appelle les trois niveaux. Le niveau 1, c'est le niveau terre à terre. On interrogeait Rabelais sur ce qu'il pensait des individus avec lesquels il vivait. Rabelais a craché par terre. Ces gens qui ne vivent que pour le fric, la bouffetance et les fesses. Ça, c'est le niveau 1. Le fric, l'argent. La bouffetance, dans le vocabulaire au temps de Rabelais, c'est la position sociale, la famille. Et les fesses, ça dit bien ce que ça veut dire, les sentiments et la sexualité. Et donc, le tarot à niveau 1 permet aux gens de mieux se connaître, se comprendre dans le fric, la bouffetance et les fesses. Niveau 1. Le tarot à niveau 2, et qui est un petit peu la spécificité de mon travail, c'est celle qui consiste à dire que le tarot étant en moi, 22 cartes majeures, 22 aspects de, comme je le disais tantôt, tout qui j'étais, suis et serai, et donc ça me relie à mon histoire personnelle. Oui. Or, si j'ai un problème aujourd'hui et maintenant, la probabilité pour que ce problème ait une genèse dans le passé, quel que soit ce passé, quelle que soit la question, la probabilité est gigantesque. Et le tirage de tarot va mettre ça en évidence. Va permettre d'aider la personne qui vient de se dire, moi qui m'interroge, je dois d'abord savoir pourquoi. Pourquoi écrit en un mot, je pose cette question. Le tarot, les cartes, c'est le maintenant. Et puisque j'ai une question, je souhaite une solution. Ça, c'est le pourquoi. En 2 mots, ce vers quoi il est juste et bon d'aller, en posant en pleine conscience les actes justes. Ça, c'est le tarot à niveau 2. D'accord. Le tarot à niveau 3, c'est l'aspect symbolique. C'est ce qui nous relie au mythe fondateur, comme je le disais tantôt. C'est le tarot dans ce qu'il a de plus noble, de plus fort, parce qu'on ne sait pas jusqu'à nouvel ordre qui a dessiné le premier tarot, ni dans quel but, ni où. Et ça le rend magique. Et si c'est magique, eh bien alors là on est dans le symbolisme, et alors là on est parti dans quantité d'élucubration. C'est pas pour rien que mon dernier bouquin il fait 4 tomes et plus de 1500 pages, parce que je me rends compte qu'on n'en a pas fini, quoi. Alors ça a l'air d'un sujet inépuisable. Ce qui est incroyable, c'est que tout le monde peut s'y retrouver dans le tarot, parce que comme tu dis, le tarot c'est toi. Donc c'est incroyable qu'on puisse projeter dessus par exemple des problèmes psychogénéalogiques, et qu'à chaque fois, enfin très souvent ça tombe juste. Tout à fait. Quand on a la bonne intuition, alors que les créateurs du tarot, à mon avis, n'étaient pas au courant de toutes ces choses-là. C'est comme si le tarot était un langage sur lequel on peut projeter les choses et cibler très vite un problème central ou un aspect important. J'achète. Tout à fait. Tu as tout compris, bravo. Merci, monsieur. Tu as tout compris. D'accord, ok. Et alors, toi, tu fais aussi des lectures de tarot. Oui, bien sûr. Okay. Il y a des cours et des lectures. Et donc, tu es vraiment dans cette branche-là, quoi. Ouais. D'accord. Et je donne les cours à 3 niveaux. Il y a des cours qui sont le B à bas des cartes, la base, l'initiation. Le niveau que j'appelle 2, qui est celui du développement personnel. Et le niveau 3, qui est celui du travail sur la symbolique des cartes. Où là, on s'intéresse à pourquoi telle couleur, pourquoi tel symbole, pourquoi une carte sans nom, pourquoi la couleur noire, pourquoi ce petit oiseau, et des choses comme ça. Ce qui, bien sûr, n'intéresse pas la personne qui vient pour savoir si « Oh, l'amoureux que je viens de rencontrer, est-il le bon ?» Ça, c'est pas le même public. D'accord, ok. Mais les 3 niveaux, même si tu dis qu'il y en a un qui est plus noble, sont aussi importants les uns que les autres pour les gens. Tout à fait. Et modestement, je peux dire que les gens qui commencent à niveau 1, ils aiment bien avancer, et après s'être dit il y a le 1, il y a le 2 et le 3, comme en classe. Il y a la première, la deuxième et puis la troisième.
Et puis après ça, l'infini. D'accord, ouais. Alors parce que dans tes livres, tu développes toute ta vision du tarot, donc il y a notamment cette vision des trois, parce que tu as 22 arcanes majeures dans un qui n'a pas de nombre. Bien. Donc tu as 3 x 7, donc tu as ces 3 niveaux. Et donc ça, c'est ce que tu as... Comment ça se passe quand tu étudies le tarot? Tu dis ça pour ceux qui voudraient s'y mettre aussi. Est-ce que tu te réfères à des systèmes déjà existants? Est-ce que tu crées ta propre vision? Les deux? Qu'est-ce qui est existant et qu'est-ce qui est la propre vision? Je n'aurais pas le culot de dire que je suis détenteur du seul savoir sur le tarot. Il y a des milliers de personnes qui l'ont fait avant moi et j'espère qu'il y en aura des milliers qui le feront après moi. J'apporte juste ma vérité, qui n'est pas la vérité, qui est juste le fruit de mon travail. Et s'il y a des gens qui veulent s'y mettre, ben qu'ils sachent qu'ils ne sont pas sortis de l'auberge. Parce que le tarot, c'est un gouffre sans fond. Hein. Ouais. Donc, on sait comment on commence, mais on ne sait pas du tout si on va s'arrêter un jour. Hein. On est bien d'accord. Et qu'est-ce que je vais dire toi, ça fait donc combien de 10 ans que tu... Ça fait une quinzaine d'années que je m'y intéresse et 10 ans que je l'enseigne, grosso modo. Hein. D'accord, et c'est toujours aussi inépuisable. Et c'est toujours aussi inépuisable. D'accord, parfait. Et donc... oui, bonne chance à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer. Et donc rappelons quand même que le tarot, donc c'est 22 arcanes majeures, on en a parlé, et 56 arcanes mineures. Ouais. Tu as aussi sorti un livre sur les honneurs et les mineurs, donc sur les 56 arcanes mineurs. Et je crois que tu disais que ça parlait vraiment du niveau concret, les arcanes mineurs et tout les ça. Les arcanes mineurs, c'est vraiment le niveau 1 du niveau 1. D'accord. En fait, un arcane mineur répond à la vibration du majeur dans sa famille. Waouh, décodons. Oui. Le 4 de denier, c'est la vibration du 4. Dans les majeurs, le 4, c'est l'empereur. Les deniers, c'est une famille du jeu de cartes. Et les deniers, ça évoque, oh, quel hasard, l'argent. C'est donc, entre autres, hein, c'est donc le thème de l'argent avec une vibration d'empereur. Cela donne donc quelqu'un, par exemple, qui accorde beaucoup d'importance à l'argent concret et matériel que l'on gagne de par ses réalisations. Tous les mots-clés que je viens d'utiliser sont ceux de l'empereur. D'accord. À l'inverse, le 4 de coupe, les coupes évoquent entre autres les émotions, évoqueront donc le fait de concrétiser, de maîtriser, hein, comme l'empereur qui maîtrise avec son sceptre devant lui, de maîtriser ses émotions terre à terre. Etc., etc. Donc en fait, si tu veux, les mineurs, c'est vraiment les majeurs sous la loupe. D'accord. Et c'est pas pour ça que c'est plus facile. Quand je donne les formations, j'aime bien rappeler aux gens, ne prenez pas cette formation si vous ne maîtrisez pas les majeurs avant, parce que sinon vous allez ramer. Et entre les deux, il y a ces merveilleux honneurs, ces merveilleux honneurs, je ne sais pas si je dois faire la liaison, hein, les honneurs, ça fait un peu bizarre quand même, les cartes d'honneur, il y en a 16, qui sont un petit peu en lien, et ça c'est ce que je relis au MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator, un outil de connaissance de soi, basé principalement sur la psychogénéalogie, la psychologie et Carl Gustav Jung, et qui sont donc 16 traits de personnalité que l'on peut avoir, mais sous l'aspect notre ombre. D'accord. Les aspects de nous à travailler qu'on n'aime pas trop. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes les cartes d'honneur, ils sont tous difformes. Il y a des pieds beaux, il y a des mains complètement disproportionnées, il y a des traits comme la reine de denier, dédaignée, dédaigneuse, qui a un regard bizarre et qui se regarde comme ça dans un miroir. Si tu veux, ce sont des traits de personnalité. Les majeurs sont parfaits. Les honneurs, ce n'est que des petits. Les mineurs, ce ne sont que des petites choses. Et entre les deux, il y a notre persona, notre ego, les 16 cartes. Je t'avoue que je n'utilise pas les honneurs en tirage, trop complexe. Et ce serait trop difficile pour les gens de se voir là-dedans. Généralement, ils n'aiment pas. Mais ce sont des belles cartes à travailler, son développement personnel. D'accord. Tu viens de dire que certaines personnes n'aiment pas donc ce qu'ils peuvent projeter ou ce que le tarot peut leur refléter comme c'est un miroir en fait un peu de soi. Et quand même dans le tarot on a cet arcane 13 là, sans nom, que tout le monde prend pour la mort ou le diable. Donc le tarot nous met aussi face à nos ombres, c'est pas forcément facile.
Ça peut être dur. C'est confrontant, certainement. Maintenant, j'ai envie de te prendre au mot. Ni le 13, l'arcane sans nom, ni le 15, le diable, ne sont les cartes que les gens n'aiment pas. Oui. Ils ont plus difficile généralement avec la roue de fortune ou la lune, parce que dans la roue de fortune et la lune, ce sont les deux seules cartes du tarot où tu n'as pas de référent humain. Tu n'as que des animaux. Toutes les autres cartes, y compris le 13, y compris le diable, tu as un personnage qui permet aux gens de se projeter dedans. Ben oui, c'est une figure humaine. Je n'ai pas dit que c'était des humains, c'est une figure humaine. Ouais. Mais dans la roue de fortune et dans la lune, tu n'as pas de référent. Tu as des animaux, tu as des choses bizarres, floues, et bien souvent, c'est plus difficile à interpréter dans un tirage. C'est pas pour rien, c'est pas innocent. Rien n'est innocent dans le tarot. D'accord. Donc tu laisses pas de place au hasard en disant ça? Bon, alors là, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Qu'est-ce que le hasard, qu'est-ce que la synchronicité et autres j'aime bien dire c'est. Et c'est ici et maintenant. D'accord. Et lorsqu'on travaille son tarot, lorsqu'on reste 10 minutes devant une carte à essayer de la ruminer, de se laisser prendre par elle, ben arrive ce qui doit arriver. Oui. On est dans le symbolisme. N'oublions pas que le symbolisme n'est pas un dogme. Il n'y a pas une vérité, il y a une polysémie de vérité. Le champ sémantique, le champ lexical, tout ça se met dans une carte quand tu veux la faire parler. Donc, arrive ce qui est juste et bon d'arriver. Ouais. Et il y a des gens qui adorent leur tarot et puis qu'à certains moments se mettent à le détester. Mais c'est normal puisque le tarot c'est nous. Et donc on se chemine. Ouais. Et comme c'est 22 cartes, 22 aspects de nous, ben, il y a des aspects de nous qu'on aime bien, des aspects de nous qu'on a plus facile à travailler à certains moments que d'autres. Donc c'est normal. Comme je te comprends. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors c'est important de rappeler que les arcanes, donc on peut appeler ça arcanes de tarot généralement, sont ce qu'on en fait. Tout à fait. D'accord, je vais juste le rappeler. Oui, absolument. Il le répond bien. Je veux pas spoiler tes livres. Oui. C'est surtout dans le tarot symbolique, c'est assez énorme parce que, par exemple, tu parles une fois du bestiaire du tarot, donc en parlant des animaux du tarot, tu parles du lien entre le tarot et la mythologie égyptienne, même des Égyptiens, avec la société du Moyen-Âge et tout ça. Donc on a l'impression que, donc là on est au niveau 3, Oui. donc on a l'impression que c'est lié à toutes les mythologies, presque. On a l'impression, comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben là, on touche un thème qui laisse un petit peu le vertige. De temps immémorial, l'homme cherche un sens à ce qu'il vit. Et dans l'histoire de l'humanité avec un H majuscule, c'est l'épopée de Gilgamesh qui est le mythe fondateur. Pourquoi? Parce qu'en 2600 ans avant Jésus-Christ, c'est le premier écrit que l'on a. Ça ne veut pas dire que c'est le premier, mais c'est le premier historiquement on a actuellement. Et qui raconte l'histoire d'un gars qui, de par les circonstances de la vie, a dû se mettre en quête de lui, en quête de sens, suite à la mort de son ami, qui au départ n'était pas son ami, etc., etc., bref, peu importe. Cette histoire s'est racontée, comme on se parle tous les deux maintenant, par tradition orale. C'est l'histoire de Gilgamesh qui... Waouh, l'histoire de Gilgamesh qui... Et ça a franchi l'espace et le temps. L'épopée de Gilgamesh, dans la mythologie égyptienne, s'est retrouvée, transformée, mise à une autre source, qui elle-même a franchi l'espace et le temps et s'est retrouvée chez les Grecs, dans les 12 travaux d'Héraclès. Les 12 travaux d'Héraclès, ce n'est jamais que les 12 travaux que l'épopée de Gilgamesh, mise au goût du jour de la culture grecque. Ces enfoirés de Romains qui n'ont fait que prendre une partie de la culture grecque et qui l'ont mis à leur sauce ont donné naissance à qui? À Hercule. Les 12 travaux d'Hercule, ce ne sont jamais que les 12 travaux d'Héraclès mis au goût du jour de la culture romaine, qui elle-même n'est jamais que l'épopée de Gilgamesh qui a franchi l'espace et le temps. On retrouvera ensuite le mythe, notamment de ce personnage qui doit maîtriser un lion à main nue, la carte de la force dans le tarot. On le retrouvera dans la symbolique romane, dans la symbolique des cathédrales, avec cette fois le goût du jour de la religion catholique romaine occidentale médiévale, et ainsi de suite, et ça se retrouve après dans le tarot. Et c'est là que, personnellement, j'ai un vertige infini. Cette carte de la force nous renvoie à l'épopée de Gilgamesh.
Wow! Et c'est grâce au tarot que je me suis intéressé d'ailleurs à ça. Et le mythe d'Œdipe, le mythe, pas le complexe, se retrouve à 3 cartes, dans 3 cartes du tarot, tout comme l'épopée de Gilgamesh se retrouve dans 1 ou 2 cartes du tarot. Et donc, ça c'est un vertige sans fin et c'est merveilleux. C'est pour ça que j'ai écrit ces 2 bouquins sur Gilgamesh et Œdipe, parce qu'il me semble important de nouveau, tu vois, on rejoint la philosophie d'un autre regard. Ne pas cloisonner, mais faire des ponts. Oui. Relier. Voilà, tout simplement. C'était une bonne question. Il y en a d'autres. D'accord, donc en plus ça nous parle des grands mythes et à notre lien à ces grands mythes. Est-ce que on sait que certains schémas psycho-généalogiques, donc l'influence de notre généalogie sur notre psychologie, si on veut faire très court. Oui. Donc nous on les répète dans notre vie. Est-ce qu'il est possible qu'on répète des schémas mythologiques dans notre vie ou pas? Indéniablement, indubitablement, bien sûr. Amuse-toi à découvrir ce qui se cache derrière Gilgamesh, tu verras ta vie. Pour ça, dans ce bouquin sur Gilgamesh, je n'en fais pas la pub, mais j'explique la démarche pédagogique que j'ai mise derrière. J'ai réécrit le mythe en langage du XXIe siècle. Les quelques personnes qui m'ont fait l'amitié de partager le bouquin me disent « Mais c'est dingue, c'est exactement moi !» Je dis, mais c'est merveilleux. Ben oui, mais c'est pas moi qui suis merveilleux, c'est Gilgamesh qui est merveilleux. Et donc de se rendre compte qu'à l'aube de l'humanité, l'individu avait déjà les mêmes questionnements, les mêmes douleurs, les mêmes schémas que nous aujourd'hui, à nouveau, c'est un vertige. Dans le plus mauvais jour, je dirais pessimiste, l'être humain n'a toujours rien compris et ne fait que répéter. Ben oui. Les adeptes de l'histoire cyclique dont je fais partie diront, ben oui, l'être humain ne fait que... Et dans les jours optimistes, on peut se dire, waouh, quelle richesse à explorer. Les deux sont à conserver. Ben oui. Et ce que j'ai trouvé assez original par rapport à d'autres tarologues qui parlent du tarot dans tes livres, c'est le lien avec l'art roman, des femmes de l'art roman. C'est un de mes péchés mignons. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'art roman et le tarot? Mais ça, tu touches un de mes rêves, un bouquin que j'aimerais bien écrire sur des parallèles, parce que malheureusement, d'un point de vue historique aux sciences, au mot scientifique du terme, là, je n'ai rien de tangible à apporter. C'est ce que je subodore, c'est ce qu'il me plaît à croire, que les compagnons bâtisseurs ont mis des messages dans les chapiteaux romans exactement identiques que ceux qu'on retrouve dans le tarot. J'ai mis d'ailleurs sur le site, j'en ai mis quelques-uns, des photos de chapiteaux avec des cartes à côté, et pour moi ça se décode de la même manière. Mais je suis là avec mais quelle coïncidence! Je ne peux pas dire historiquement, c'est prouvé que, mais à mes yeux, les compagnons bâtisseurs étaient des initiés, et les gens qui ont dessiné le tarot étaient des initiés. Et je me plais à supposer que dans la même spatio-temporalité qui est celle du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, on retrouve un même cheminement, même si le jeu de mots est facile. Et alors, se pourrait-il, s'il n'y a pas de lien culturel entre, par exemple, les créateurs du tarot et les bâtisseurs, par exemple, des églises romanes, on va dire, est-ce qu'il se pourrait que ce soit par contre un même esprit qui se transmette et c'est normal qu'ils prennent les mêmes symboles à peu près? Oui. Bon, là on nage un peu dans l'inconscient collectif, jungien et tout ça. J'achète. Moi, je vais me faire du pognon. D'accord, ok. Donc ils se connaissaient peut-être pas, mais ils avaient un même état d'esprit. Peut-être transmission. Il y a une transmission, oui. Les compagnons bâtisseurs transmettent. Ça, Ils transmettent aussi, à mes yeux, à 3 niveaux. Ton chapiteau roman peut se travailler à niveau 1, qui est celui du message de l'Église romaine dogmatisante, qui met le message chrétien que moi, croyant, je dois écouter et obéir et comprendre. À niveau 2, tu as un cheminement énergétique quand tu travailles dans une cathédrale ou une chapelle romane qui est bien conçue. Tu as des courants telluriques, tu as la vouivre qui passe, tu as des vibrations que tu captes dans ton corps, tu transpires, tu as les poils qui se hérissent. Ça, c'est du niveau 2. Ouais. Et puis derrière le niveau 3, tu as des dessins qui sont aussi bizarres que ceux du tarot, et donc qui veulent dire quelque chose que seul celui qui a des yeux ouverts peut voir.
Avec un autre regard. Avec un autre regard, certainement. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce qui est génial aussi, c'est que ces gens-là, on ne sait pas qui c'est. Là, tu parles des bâtisseurs et tout ça. En retrouver la trace, c'est dur. Donc, anonymement, ils transmettent à travers les âges, sans vouloir s'approprier les choses comme à la Renaissance, où on s'approprie l'œuvre d'art. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très touchy en ce 21e siècle, où on signe nos œuvres, ben moi en premier, alors qu'à l'époque, on ne signait pas ces œuvres, ni dans les cathédrales, ni dans le tarot. Ouais, ouais. Et donc là, il y a quelque chose qui est intéressant. Idéalement, tout ce que je fais avec le tarot, je devrais mettre X au-dessus et ne pas signer. Mais il faut bien vivre pour payer ses factures et acheter des petits pois. Et donc le tarot, donc, qui est aussi anonyme, les créateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas donc, qui c'est, ni pourquoi, ni comment, ni où, ni quand. En vérité, ils l'ont fait. Donc c'est pour ça que tout le monde peut dire n'importe quoi dessus. Absolument, c'est la polysémie complète du tarot. D'accord. Et c'est ce qui me fait dire que les personnes qui prétendent avoir la vérité sur le tarot, à mes yeux, manquent peut-être d'un petit peu d'humilité, sans doute. D'un autre côté, c'est vrai que je me permets de clamer haut et fort que c'est ma vérité. C'est peut-être présomptueux aussi. Mais ma vérité, je peux être complètement à côté de la plaque. Et je n'empêche pas les gens de dire « Vincent, tu es à côté de la plaque ». Que du contraire, allons-y et confrontons. Ce que je dis après les séminaires, c'est « Vous avez bouffé du Beckers, allez bouffer quelque chose d'autre ailleurs maintenant ». Ah oui, ne restez pas, que je ne devienne pas votre diable en vous enchaînant, en vous divisant, en vous enracinant derrière ma sainte parole, en mettant le licou. Ah non, pitié, détachez-le. Pas oublier que les diablotins dans le diable peuvent enlever la corde, c'est un licou, c'est pas une corde de pendu. Hein. Pas oublier, hein. Ils sont incapables, ils sont là en pamoison, comme les deux petits moignons dans le pape qui sont là. Ah, dis-moi, ben non, pas dis-moi, découvre toi-même ton chemin. Après tout, le mât, il ne fait que cheminer. Hein. Alors, Vincent Beckers, maintenant, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est un exemple d'interprétation de cheminement à travers les arcanes majeures. On n'a pas les arcanes mineures. Ouais. Au moins à travers les arcanes majeures. Par exemple, qu'est-ce que tu voudrais dire comme cheminement symbolique? Ah ben, je tire une carte alors. Ah, ok. Ah, genre au hasard? Ah ben oui, évidemment, le hasard. Qui va nous offrir quoi là? Ah ben la force, on en a déjà bien parlé. Ben oui, ben là tu tombes bien là. Mais la force, il y a déjà la première chose à capter avec elle, c'est que c'est la carte centrale du tarot. Quand on met les cartes en 3 lignes, et donc cette colonne, et en les mettant numérotées de 1 à 21, la carte 11, c'est la carte centrale. Donc ce qui est central est au cœur. Ce qui est au cœur est vital. Ce qui est vital est le plus important. Pourquoi est-ce que la carte de la force est-elle la plus importante? Voilà déjà une excellente question à celui qui veut capter le tarot. Et alors là, on est déjà parti pour des heures. Bon, je suppose que je dois faire court. Donc, si tu veux, à 3 niveaux, la force à niveau 1, c'est la maîtrise d'un animal à main nue. Hein, donc ça, c'est de facto, c'est dessiné. Et donc, ça évoque, comme le nom l'indique, avoir la force, le courage et l'énergie de s'attaquer à la carte qui suit. Donc tu as la carte de la force dans un tirage, ce qu'elle regarde doit faire l'objet d'une attention particulière parce qu'il faudra oser s'attaquer à main nue à ce problème. À niveau 2, donc le niveau 2 est par définition en lien avec des blessures de vie, avec des moments douloureux de son passé, mais un moment où un lion masculin et une femme sont ensemble dans un espèce de combat, dans ce cas-là, on verra le combat, ça peut évoquer des conflits interpersonnels dans le meilleur des cas, mais également des mémoires d'abus sexuels dans un cas beaucoup plus lourd. D'accord. À niveau 3, ben, là je vais faire court parce qu'on vient d'en parler il y a 2 minutes, comme quoi c'est vraiment le hasard du tirage des cartes. Voilà. D'accord. Oui, la force avec Gilgamesh, etc. Et Gilgamesh, etc. Bah oui.
Mais à noter, ah bah justement, tiens, ça fait une belle transition. La force, c'est une femme, comme tu dis. Ouais. Gilgamesh, Hercule, Héraclès, c'est des hommes. Donc là, on parle de vibration énergétique. Dans une carte de tarot, dans un tirage, peut avoir autant d'angles d'attaque qu'il n'y a de spots qu'on met dessus. Et donc, une même carte peut se comprendre avec des mots complémentaires, voire antonymes, dans le même tirage. On pourra donc voir la force à la fois comme l'énergie de s'attaquer à quelque chose. On pourra voir à la fois la force comme une maîtresse femme. Quelle femme pour maîtriser un lion, tout comme on pourra voir une mémoire de blessure. Et donc, ça peut être à la fois une femme, tout comme ça peut être une énergie, comme ça peut représenter un homme qui s'attaque à un problème. D'accord. Ok. Donc, c'est ce qui rend le décodage d'un tirage d'autant plus riche, mais d'autant plus difficile aussi, bien sûr. Ce qu'il y avait caché derrière ma question, c'est que il faut remarquer que le tarot fait beaucoup de place à la femme. Non? On est quand même dans la société du fin de Moyen-Âge, non? Tu trouves pas? Ok, je veux dire 50-50 là-dedans. Et de redire que derrière chaque carte, tu as autant d'énergie masculine. Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, au départ, si on prend tout le cheminement, le battleur est avec un symbole phallique, la baguette, un symbole féminin, le petit rond. Il ne sait pas trop quoi faire avec les deux, et on termine en 21 avec une baguette qui est tenue verticalement par une femme, cette fois, et la petite pièce est devenue une gourde, tenue aussi verticalement. Donc on passe de oblique avec je ne sais pas trop comment faire, à vertical, maîtrisé, et d'ailleurs les pieds du battleur sont deux sur le sol en allant à U et à Dia quelque part en des positions différentes, et on termine en 21 avec une femme sur un pied en train de danser, comme pour dire les énergies masculines et féminines au début de notre pérégrination. On ne sait pas comment s'y prendre, et à la fin on maîtrise les deux, on est passé à l'être androgyne. D'accord, ok. Un beau message symbolique et de développement personnel. D'accord, c'est ça. C'est vrai qu'on retrouve ce mélange du masculin et du féminin partout dans le tarot, donc notamment avec le diable aussi, qui a des seins et un sexe masculin à la fois. Il est hermaphrodite complètement, et même anthropomorphe également, puisqu'il est mi-homme, mi-animal aussi. D'accord, ok. Et il louche. Ah, c'est le seul. Tu le rappelles tout le temps, ça. Ah oui, mais attends, l'arcane qui louche, le seul personnage qui louche est juste en dessous du seul qui nous regarde en face et qui s'appelle la justice. C'est troublant. D'ailleurs, quand on louche, on voit trouble, on voit double, on voit pas clair. Et en plus, le diable, il nous tire la langue, ce qui, dans la symbolique médiévale, est une insulte suprême. Donc il se fout de toi, le diable, en louchant, comme pour te dire, tu comprends pas. Et bien souvent, les personnes en état problématique, dépressive ou autre, trouvent toujours que le diable, il est sympa. C'est troublant. C'est troublant. D'accord. Si quelqu'un ne s'est pas encore mis au tarot et si ça l'intéresse, il le découvrira peut-être par lui-même, mais qu'est-ce que le tarot peut apporter dans la vie au quotidien quand tu ne vas pas voir de tarologue, quand tu te mets toi-même au tarot? Mais le tarot, c'est toi, oui. Et donc, c'est un miroir de toi. Et c'est peut-être à ce moment-là que c'est le plus gai. Quelqu'un qui démarre vierge de connaissances prend son tarot et le matin prend une carte. Et se laisse prendre par cette carte en disant « Tiens, je vais être ça durant la journée. Je vais jouer à ça durant la journée. » Elle ne connaît rien, mais elle va vibrer, elle va ressentir plus ou moins inconsciemment l'énergie d'une carte. C'est un bon moyen pour commencer à appréhender, à s'appréhender à l'aide du tarot. Après, il sera temps de se dire « Mais qu'est-ce qui se cache là derrière? Pourquoi est-ce que cette papesse a un livre? Pourquoi est-ce qu'il est de couleur chair? Pourquoi est-ce qu'il y a 8 lignes d'un côté, 9 lignes de l'autre? Pourquoi est-ce qu'elle pointe la première et la 7e ligne? Pourquoi est-ce que c'est sur la gauche? Et blablabla. Bla, bla. Et alors là, le gouffre commence, et c'est un gouffre sans fin. C'est ça que j'aime beaucoup dans ton approche qui est celle de quelques autres, mais pas de beaucoup d'autres. Tous les arcanes sont liés entre eux. Et en plus, tu regardes des détails vraiment infimes, comme la papesse qui a 17 lignes sur son livre et qui montre la ligne 1 et 7. Et alors,
le tarot, c'est ça, il faut regarder tous les détails et tout ça. Les traits aussi. Et c'est une des forces, même si ce tarot ne fait pas l'unanimité dans le monde de l'histoire, du tarot, des tarologues, mais c'est une des forces du Camouin Jodorowsky, c'est d'avoir été retravaillé. C'est une œuvre composite, les deux auteurs le disent d'ailleurs, restaurée à l'ordinateur, et donc ça permet de travailler à la précision. Et il y a une richesse de symboles dedans qui est assez extraordinaire. Ouais. C'est ce que disent parfois les tarologues, c'est qu'au bout de 5, 10, 15, 20 ans, ils découvrent encore et encore des symboles. J'avais découvert il y a peu de temps, grâce à Nathalie Limoges, qui a fait une interview, que la phallus, justement, la papesse avait un phallus. Oui, et là on est en plein dans le mythe osirien, bien sûr. Ouais. Oui, c'est ça, avec Isis. Donc la papesse représente Isis, qui est à la recherche du sexe d'Osiris, qui a été découpé en 14 morceaux, donc, et peut-être que c'est une de ses grandes quêtes. C'est d'ailleurs avec le sexe d'Osiris ityphalique que sera créé Horus par la suite. Mais donc là on tombe, tu vois, dans la mythologie égyptienne. Ouais. Bien sûr que la madame qui vient pour savoir si l'homme qu'elle vient de rencontrer est le bon, je ne vais pas m'amuser à lui dire si elle tire la papesse « Ouh, vous avez le sexe de votre homme en main !» Non, bien sûr, je ne me permets pas. Mais c'est tout à fait, là on est dans une belle allusion au mythe osirien, bien sûr. À niveau 2, si j'ai bien compris, ce serait peut-être une mère castratrice ou des choses comme ça. Une mémoire de sexualité éventuellement aussi, bien sûr, tout à fait. D'accord. Alors ça, voilà, c'est ce que je disais. Donc on va pas spoiler tout, mais tous les arcanes sont liés entre eux, pas seulement avec le sens qu'ils prennent entre eux, mais même graphiquement. C'est-à-dire, bon ça, je me dis, on va pas en dire plus pour que les gens découvrent par eux-mêmes dans les livres et par eux-mêmes aussi. Mais le pied, j'adore l'histoire du pied oui, bien sûr. de la table du battleur. Oui. Donc c'est ça, quand tu relis ces deux arcanes, tu vois que le pied manquant de la table est sur l'arcane de la papesse. Oui, j'aime bien même relier, parce que la symbolique du 3, à mes yeux, est fondamentale, j'aime bien même rajouter le mât qu'il y a avant. Quelle est la couleur du baluchon du mât? Chair. Quelle est la couleur de l'intérieur du baluchon du mât? Jaune, hachuré. Quelle est la couleur de la cuillère qui sert à attacher le baluchon? Bleu clair. Quelle est la couleur de la table du battleur? Chair. Quelle est la couleur de l'extérieur de la table du battleur? Jaune, hachuré. Quelle est la couleur des 3 pieds de la table du battleur? Bleu clair. Quelle est la couleur du livre de la papesse? Chair. Quelle est la couleur de la tranche du livre de la papesse? Jaune hachuré. Et sur quoi repose-t-elle son livre? Sur du bleu. Donc, le baluchon du mât se répand dans le battleur, et si tu dis dans la papesse, ce n'est jamais que le même objet qui évolue dans l'espace et le temps. Et tu peux continuer avec une autre trilogie. L'œuf de la papesse devient un aiglon dans l'impératrice. Aiglon parce qu'une aile mal formée, donc enfant. On passe donc d'un fœtus à un enfant, et puis ça devient un aigle adulte, féminin, puisqu'il y a un œuf à ses pieds. Dans la carte suivante, on a donc de nouveau une trilogie, etc., etc. Donc les cartes se relient les unes aux autres, n'ont de sens que parce qu'elles s'enchaînent, et si elles sont numérotées, c'est bien qu'elles sont à leur place. Et que si on en enlève une, ben, le jeu de domino, il ne s'est pas tombé parce qu'il en manquerait une. D'où l'importance aussi du mât, qui n'a pas de numéro, parce que le mât passe de l'une à l'autre. Il est au début, il est à la fin, et comme tout se relie, on tourne en rond. Donc certes, elles sont numérotées, mais le 1 n'est pas le 1, le 21 n'est pas le 21, et le mât n'est ni un 0 ni un 22. À mes yeux, c'est de l'iconoclasme complet. Donc là, c'est vrai que je me distingue de toute la tradition qui veut relier les 22 lettres hébraïques aux 22 quarts du tarot. Moi, il n'y a pas de 0, il n'y a pas de 22 au mât. Les imagiers ont bien mis un cartouche. Ils ont pris la peine de dessiner un cartouche. Et ils ont pris la peine de ne rien mettre dedans. Donc c'est qu'il y a quelque chose derrière. Le mât, il est partout. Et il y a bien 21 cartes, plus une. Oh, rien qu'avec ça, on peut déjà parler pendant 3 heures. Et beaucoup peuvent avoir l'impression que le tarot, c'est très intellectuel, très décodage de symboles. Mais en fait,
une des grandes richesses du tarot, c'est aussi d'être abordable par l'intuition, même voir la sensation, sentir les arcanes en soi. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Alors là, ça devient plus touchy. Pour moi qui travaille le tarot rien que pour moi, l'intuition, j'achète, je prends, bien sûr. Mais à moi qui me destine à devenir tarologue, là je prends tout de suite beaucoup de distance avec ça. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer, justifier, prouver à une personne qui me pose une question que mon intuition est bonne sur base de ce que je vois des cartes, alors que les cartes, c'est pas moi, c'est la personne. Oui. Donc du coup, je risque d'être dans une projection manipulatrice si je mets mon intuition comme étant la réponse à la question de la personne. Donc là, je prends le recul et je dis, il faut d'abord avoir une base de connaissances, une analyse rigoureuse du tirage, pour pouvoir après laisser aller son intuition à verbaliser au consultant en face de soi par le biais de questions-réponses. Je ne me permets jamais de dire à quelqu'un c'est ça. Je demande, tiens, sur base de ce que je vois dans le tirage, que pensez-vous si je vous dis que la personne, si elle me dit oui, ok, on est sur la même longueur d'onde. Si elle me dit non, je lui explique pourquoi je pensais ça sur base de ce que je vois du tirage. Mais on part sur une autre hypothèse, parce que qui pose la question, c'est la personne. Qui fait le tirage, c'est la personne. Qui se donne une réponse, c'est un monologue du consultant avec le consultant. Moi, je ne suis qu'un décodeur Canal+. J'ai appris le chinois, les cartes c'est du chinois, la personne ne connaît pas le chinois. Je ne fais que parler une langue qu'elle ne connaît pas. Mais si elle ne comprend pas la langue que j'utilise, c'est que c'est moi qui n'ai pas compris le message qu'elle s'est donné, et non l'inverse. Donc tu vois, la place de l'intuition, oui, mais Pour soi. de moi à moi, mais pas quand je suis au service 17, l'étoile, au service des autres. Sans quoi je suis 15, le manipulateur, et ça c'est très dangereux. D'accord. À mes yeux. N'en déplaise aux voyants. J'ai remarqué que tu parles en arcane. Oui, c'est un défaut. Je suis tellement dans le tarot que je suis dedans, je le bois tout le temps. C'est même quand je bois un verre d'eau, je vais... Ah tiens, je viens de prendre 4 gorgées. Je dis 4, tiens, je viens de faire l'empereur. Je suis fou complètement. Oui, ça. Ah ouais. Faut attention à pas trop roue de fortune parfois. Oui, voilà, c'est ça. Surtout qu'elle sombre, la roue de fortune. Hein. Ah, oui, oui, oui. Là, on aborde un sujet qui est ultra important, je trouve, à aborder, c'est le tarologue. Ça nous fait notre sujet. Le tarologue, il devrait y avoir un code d'éthique, parce qu'il y a pas un code d'éthique, mais que tu te donnes à toi-même, parce qu'il n'y a pas, même si tu en as fait une école de tarologie qui peut délivrer un diplôme de tarologue. Donc il y a pas un certificat d'attestation de cours. de cours. Oui, oui. Donc, c'est très différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, tout le monde peut se permettre de faire des tirages de tarot parce que personne n'est placé, n'est désigné pour délivrer des diplômes aux gens. Donc, à partir de quand est-ce que tu peux tirer pour les autres? J'ai envie de répondre en 3 temps. Tout d'abord, nous sommes en Belgique ici. Il n'y a rien en termes légaux. Le métier n'est pas reconnu. D'ailleurs, pour le tarologue scrupuleux qui déclare son activité à la TVA et aux impôts, il n'a pas de case. Mon comptable m'a dit, mais Vincent, où est-ce que je dois te mettre? Et figure-toi que, horreur, voyant existe. Et Ah donc, ouais. au niveau de ma déclaration d'impôt, je suis assimilé à un voyant. Ah, quelle horreur! Mais c'est ce qui existe en termes de case comptable. Le tarologue n'existe pas. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une première réponse. 2, je reviens d'ailleurs, j'ai bien aimé que par un beau lapsus, tu aies parlé de diplôme. Je ne donne pas de diplôme, je donnais une attestation de suivi de cours. Je ne le fais même plus. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il n'a pas été sur mon site, toi. Pourquoi? Parce que j'ai retiré ça. Je m'étais rendu compte que les gens venaient par besoin de valorisation et reconnaissance sociale et accordaient au papier que j'allais donner une valeur de diplôme. Je me suis dit, oh là, là, il y a une dérive. C'est pas du tout mon but. Moi, c'est simplement pour dire aux gens, ben oui, tu as suivi tous les cours, chapeau, génial, bravo, système un peu à l'américain.
À l'américaine, pardon. C'est d'ailleurs pour ça maintenant que je donne des cours en ligne, que j'ai fait un site pour les cours en ligne, où là les gens ont leur propre petite évaluation, parce que c'est une sorte de motivation aussi, mais ça ne produit à la fin quoi que un bravo, tu l'as fait, son propre travail, sa propre reconnaissance. Donc c'est malheureusement ce que je reproche à beaucoup de personnes qui se lancent dans le tarot, et je réponds bien à ta question, c'est quand on se sent mal soi-même, qu'on n'a pas sa place dans la société, qu'on se sent mal par rapport à sa famille, à son parcours, qu'on se dit je veux aider les autres. Oh là, si je vais bien, si j'ai trouvé ma place, si je me suis compris, peut-être suis-je à même de donner un peu de ce que j'ai accompli aux autres. Et c'est ce qui d'ailleurs me permet souvent de dire maintenant, moi je ne reçois plus en consultation parce que je fais un travail sur moi et on n'a jamais fini de faire un travail sur soi. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas un saint avec une auréole, surtout moi. Une auréole, tu vois ça au-dessus de ma tête, j'ai déjà assez rond comme ça, on ne va pas en rajouter un forain. Même si ça résonne. Oui, ça résonne, comme dans une cathédrale. Mais donc on est bien avec soi-même pour aider les autres et non l'inverse. Ouais. On n'aide pas les autres pour être bien avec soi-même. Donc, à partir de quand être tarologue, ça chacun le sait. Il n'y a pas un kick-off, il n'y a pas un feu vert qui s'allume à un moment donné, et il n'y a pas un diplôme ou un titre qui dit maintenant tu es tarologue. Il y a un moment où on se sent appelé à ça, et ce temps peut être très long. J'ai personnellement une dizaine de personnes qui suivent les cours de tirage avec moi depuis quelques années, et qui n'osent toujours pas recevoir en consultation. Je trouve ça très beau, parce que il faut être sûr de soi dans le doute. Et tant que je doute, ça va. Le jour où j'ai une certitude, je dis « Oula, là ça devient dangereux ». Et donc c'est un beau cercle vicieux. C'est un beau cercle vicieux. C'est un sujet très touchy. Oui. Mais se tirer par contre les cartes à soi. Oui, impeccable. Impeccable. N'importe quand. Ouais. Si je vais parler personnellement là, c'est qu'au début je trouvais ça facile, à chaque fois c'était merveilleux. J'ai un tirage, c'était tout le temps bien. Mais à un moment, je me suis fait, mais si c'est tout le temps bien, alors que les choses vont pas forcément top, c'est qu'il y a une certaine dose de sincérité envers soi, et même parfois une certaine cruauté, c'est-à-dire dans le sens où il faut voir les choses de façon crue et pas cuite à notre façon. Donc, oui, on peut se tirer donc le tarot à soi, comme tu dis, mais donc il faut une sorte aussi de jeu avec soi ou de... Au début, c'est très facile et ça parle bien. Ouais. Et plus tu connais les cartes, plus tu te connais toi-même, donc plus c'est difficile. Ouais. Et le tarot étant une partie de toi, on en a déjà dit, mais au plus tu te connais, au plus il va mettre la barre haut. Si tu veux, au départ, il met une barre comme ça, et puis il met une barre comme ça, puis il met une barre comme ça, et puis il met une barre comme ça. Donc il y aura toujours une longueur d'avance sur toi, en t'obligeant à faire un pas d'autant plus grand pour le comprendre. Et donc, à l'image de la vie, l'enfance, tout est chouette, l'adolescence, on est en crise, puis on a l'âge adulte, puis après ça, on prend un souffle de jeunesse, puis on a l'impression qu'on va tout doucement vers la fin, et puis etc. C'est la même chose avec le tarot. Et donc, s'interroger avec le tarot marchera très bien pour les débutants. Et puis, au seuil de l'adolescence, on aura déjà appris à marcher un petit peu, on va demander de courir un sprint de 100 mètres avec Usain Bolt à côté de soi, et donc du coup, ça deviendra beaucoup plus difficile. Et puis, il y aura des moments d'illumination et des moments de patauge. C'est pas pour rien que la Lune est à côté du Soleil, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors oui, là, on a un peu quand même survolé la question du tarologue, mais je trouve qu'on l'a fait assez rapidement et clairement, donc... Ça va, ce que je voulais aborder maintenant en fin d'interview, avant la fin d'interview, c'est le tarot spirituellement. Est-ce que... on a parlé de cheminement, il y a un côté psychologique dedans, où ça peut nous aider à cibler des problèmes, à travailler là-dessus, mais il y a aussi un côté... le tarot peut t'apporter, t'aider en tout cas à construire une sorte de bonheur, de spiritualité dans la vie. Oui, j'achète, absolument. Okay. Non dogmatisante. Oui, c'est ça. Non dogmatisante. Donc oui, je pense sincèrement que le tarot est né dans l'Europe occidentale médiévale qui est chrétienne, catholique. Indubitablement. À l'époque, on ne sait pas être autre chose que baigner dans la religion et les dogmes de la religion. Mais ces enfoirés qui ont dessiné le tarot nous mettent à la place du tétramorphe, qui est un des symboles les plus puissants de la religion catholique, à la place du Christ, une femme à poil.
Attends, ouais, mais excuse-moi, ça mérite le bûcher ce truc-là. Et c'est donc un symbole chrétien, transformé. Oui. Donc on est bien dans le spirituel. Deux autres références, le diable et la maison Dieu. Jusqu'à nouvel ordre, on met le diable à côté de Dieu, c'est pas pour rien. Donc oui, le mot spiritualité, le mot religion va de sens, va de pair avec une étude du tarot. Ouais, nous montrer ces deux cartes-là, c'est chouette. Hein, parce qu'on a bien le diable avec Dieu à côté. Et donc ce questionnement-là est aussi un des questionnements du tarot. C'est toi par rapport à la religion, par rapport à tes croyances, par rapport à tes convictions. Ce qui est très gac, c'est qu'il y a quantité de symboles maçonniques dans le tarot. Or, les loges maçonniques sont bien connues pour être plutôt laïques, bouffeurs de curés qu'autre chose, même s'il existe des loges maçonniques qui sont déistes, on est bien d'accord. Et donc on retrouve des messages là. Le tarot est né 18e siècle, le tarot de Marseille, les loges maçonniques, 1717, fondation de la première loge en Angleterre. Donc c'est la même époque, c'est concomitant. Et les maçons se retrouvent forts dans le tarot. Avec un ange, avec un diable, avec Dieu. Attends, c'est quoi cette affaire? Donc oui, le questionnement spirituel est très présent dans le tarot. D'accord. Et chacun y trouvera son compte. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Je notais l'autre jour que beaucoup de personnes rattachent le tarot à une tradition précise. Mais peu, encore, peut-être trop peu, prennent le tarot comme une spiritualité en soi, en lui-même. Comme s'il ne se rattachait pas forcément à diverses traditions ou à une tradition, mais qu'il nous livrait lui-même des messages, avec lui seul comme référent. C'est le fait que ce soit des images, comme un livre muet, un mutus liber alchimique, hein, ouais, c'est ça, et ben, nous pousse déjà à l'acte de regarder, de simplement regarder, sans faire forcément des liens symboliques. Donc est-ce que le tarot éduque le regard, en quelque sorte, apprend à regarder? Bien sûr. C'est ça. Pas uniquement voir, mais regarder. Et regarder une carte de tarot prend des heures. Et si tu prends 3 tarots dits de Marseille du XVIIIe siècle, tu auras 3 tarots différents. Alors là, c'est pas des heures, c'est des jours. Ouais. Donc se laisser pétrir, prendre, voir, c'est comme une œuvre, un beau tableau. On peut y rester longtemps et chaque fois y voir autre chose. La réponse, oui, bien sûr. Toute une vie. Puis rester toute une vie. Ouais, c'est fou. D'accord, donc je trouve que c'est ça. Enfin, je vais parler encore personnellement que ça m'a apporté, c'est cette capacité à juste regarder mieux les choses. Parce que c'est comme si ça entraînait ton cerveau, ton esprit à regarder. Mais une fois que tu quittes le tarot, c'est encore là et tu apprends à regarder vraiment les choses autour de toi. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes que ça m'ait appris. Tout à fait. D'accord. Ça me paraît cohérent ce que tu dis là. Alors, Vincent Becker, pour les quelques dernières minutes et quelques derniers instants de cette interview, j'aurais voulu savoir si tu avais une sorte de conclusion autour du tarot, autour de tout ça. Conclure sur le tarot est impossible parce que c'est une histoire sans fin. It's a never-ending story. Mais mon credo, si tu me permets de le redire, je ne peux qu'avoir le plaisir de le faire. Décloisonnons le tarot. Le tarot n'est pas une discipline, n'est pas la discipline par excellence. C'est une voie du tarot, comme disent certains, tout comme l'astrologie et tout comme la symbolique, tout comme l'étude des mythes. Et à celui qui étudie le tarot, j'ai vraiment envie de dire, intéressez-vous aux mythes fondateurs, intéressez-vous à Gilgamesh, à Oedipe, intéressez-vous à l'astrologie, aux travaux d'Hercule, parce que ça ouvre, l'un ouvre à l'autre, et il est impossible d'étudier l'un sans l'autre, sans faire des ponts. Comment peut-on comprendre la route fortune avec cette sphinge qui trône au-dessus, sans savoir ce qu'est une sphinge? Or, la sphinge est liée au mythe d'Oedipe. Et donc, le tarologue qui dit « Oh, vous avez éclairé la route fortune avec un drôle d'animal au-dessus !» Je dis « Mais alors, so what ?» Cette sphinge est merveilleuse. Elle interroge Oedipe sur qui il est fondamentalement. Et c'est là qu'il comprend qu'il est qui il est. C'est merveilleux. Mais le tarologue qui ne fait qu'étudier une liste de mots-clés pour décoder un tirage, il passe à côté
j'ai presque envie de dire de l'essentiel. Ouais. Créer des ponts, un autre regard, ne pas être uniquement avec sa vision d'une discipline, mais créer des liens entre et savoir que l'un ne va pas sans l'autre. Ce serait ça ma conclusion. C'est magnifique. J'aimerais rappeler juste les ouvrages de toi que j'ai lus et que j'ai envie que les autres lisent. C'est une très bonne idée. C'est parce que je trouve qu'il change des autres livres sur le tarot. D'abord dans la forme déjà, parce que c'est une forme très pédagogique dans le sens où tu fais vraiment un cours. C'est oral en fait. C'est une transcription orale presque d'un cours, on dirait, en live. D'accord. Comme tu aimes bien dire. Donc voilà, j'avais commencé par le tarot psychologique. Donc c'est un bon gros livre. C'est un plouf dans la mare de notre vie. C'est ça. Ça concerne surtout la psychogénéalogie, c'est ça, le rapport tarot-psychogénéalogie. Donc c'est très intéressant parce qu'on apprend à faire des liens, par exemple, entre une situation familiale, celle-là est parfaite d'ailleurs, et une carte de tarot. Voilà, on apprend à faire des liens. Et ensuite, il y a le tarot psychologique, qui est en 4 tomes, en fait. C'est ça. 4 tomes de 2 volumes, 2 volumes de 2 tomes chacun. Et c'est énorme. Là, tu synthétises les études symboliques et mythologiques que tu as fait sur le tarot, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc il y a tout. Il y a un arcane étudié individuellement, et puis il y a tarot et Égypte, tarot et les animaux du tarot, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Puis il y a les autres. Merci. Il y a les autres, Édipe, Gilgamesh, etc. Donc, merci beaucoup, Vincent Becker. Ben, merci à toi pour ça. Un immense plaisir. Partagez.